C'est vrai que cette semaine, ça se joue pas à grand-chose. Ça se joue à un détail. Un hors-jeu millimétré, un bloc sifflé par le VAR. Et ça tourne en notre faveur. Et on va pas bouder notre plaisir. L'OM l'a emporté 1-0 face à l'AS Monaco. Il fallait gagner, gagner, gagner. C'est ce que je vous avais dit en avant-match. Victoire grâce à un but de Mason Greenwood. Yes! C'est ça que c'est bon, les gars. On est bien. Et on finit l'année au Vélodrome, parce qu'il nous reste encore un match. On finit bien l'année au Vélodrome. Les amis, bienvenue sur CM Football. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce matin pour l'analyse J+1. On va revoir la revue de presse, mon analyse tactique, les choix de Roberto De Zerbi, les notes, les enseignements qu'il faut en tirer, et on se projettera sur la suite. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'étais pas là en débrief live hier? Et je tiens à m'en excuser, mais j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir pu être dispo hier. Je vous partage ici mon compte Insta, je vous invite à venir me suivre. J'ai eu l'immense plaisir et chance d'être invité par Parion Sport en ligne. Regardez, ça c'est le bord pelouse que j'ai vécu hier soir. Et on était plusieurs à pouvoir avoir cette chance de vivre l'avant-match au bord du terrain, de rencontrer les joueurs, l'arrivée des joueurs qui sont passés par les tribunes, de vivre l'entraînement, l'échauffement en bord pelouse, tout ça grâce à Parion Sport en ligne. Voilà, c'est la raison pour laquelle derrière j'ai pas pu rentrer comme d'habitude aussi vite pour faire le débrief live. Et c'est grâce à vous que j'ai pu vivre cette expérience. Quelque chose me dit qu'on va pouvoir en partager d'autres dans les prochains mois. Vous comprendrez en début d'année, dans le premier trimestre, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer entre mon partenaire Unibet et Parion Sport qui vont être très plaisantes. En tout cas, voilà, venez me suivre sur Insta. Vous avez la raison pour laquelle il n'y a pas eu le débrief live hier. Alors on va commencer comme d'habitude. Bah oui, il y a eu le grand yes quand même des tribunes, de la loge en direct du stade. Alors, on commence tout de suite évidemment avec la revue de presse Miracle au Vélodrome. Ouais, miracle parce qu'il y a eu beaucoup de choses, hein. Semaine bénie, c'est ce qu'annonce l'équipe. On y reviendra tout à l'heure avec les notes du journal. Vraiment ballot pour Balogun. C'est une simple double page. Il n'y a pas eu d'approfondissement ce jour-ci sur l'équipe, mais on met en avant du côté du quotidien français la chance de l'OM d'avoir une décision qui tourne en sa faveur, le hors-jeu, qui a été sifflé sur Balogun, qui fait action de jeu. On va y revenir spécifiquement dans l'analyse technique. Et sur le deuxième hors-jeu, toujours de Balogun. C'est marrant. Vous saviez, hein, on a souvent raillé la défense de l'OM sur ce hors-jeu qui passe pas, en fait, parce qu'on joue mal le hors-jeu. Là, sur cette semaine, importantissime, victoire à l'Union Saint-Gilloise, victoire contre l'AS Monaco, c'est deux décisions qui tournent en notre faveur. Alors, semaine bénie, oui, aussi, parce que la bonne mère a été inaugurée, et c'est un clin d'œil, évidemment, à la ville de Marseille. Le vent tourne en notre faveur, le vent tourne en faveur de l'OM, ouais, parce que ça va dans le sens de ce que j'ai dit, c'est ce que titre le quotidien La Provence, avec ses cadeaux en une, et puis Mason Greenwood au plus que parfait, encore une performance XXL de l'international britannique, et le retour du phénomène Geronimo Rulli, un match qui a commencé avec quelques minutes de retard parce que le virage nord avait décidé de tenser la Ligue avec des fumigènes pour éclairer les méninges. Et au virage sud, on avait un magnifique tifo. J'espère que la Ligue prendra acte de ce message, mais positivement. Parce qu'évidemment, aller jouer une finale du Trophée des Champions au Koweït, même si je comprends la notion financière, pour les tribunes, c'est quand même pas une excellente nouvelle. Alors, derrière, la rencontre. La rencontre, elle avait très bien commencé pour l'OM. Avec, dans un premier temps, c'était Benjamin Pavard qui va lancer Mason Greenwood sur le côté droit. Un centre parfait, un centre fort, centre-tir pour Aubameyang au second poteau. Aubameyang qui est trop court. Et du stade, moi j'ai l'impression en fait que Aubameyang est justement trop court. Mais quand je rattrape le match ce matin, eh bien, on a Radetzky qui dévie légèrement le ballon
ce qui empêche Aubameyang de pouvoir ouvrir le score au bout de 5 minutes. Et au bout de... Non, c'était au bout de 2 minutes. Et au bout de 5, on a justement Aubameyang qui se retrouve en position esselée dans la surface de réparation et il va pouvoir se mettre en position de frappe. Radetzky, que moi, j'avais raillé justement en disant que c'était le maillon faible de cette équipe. Hier, il fait un gros match quand même parce qu'il va sortir cette parade assez rapidement. Là, on avait très bien commencé la rencontre. En revanche, on va faire ce que on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire que derrière, on va prendre le bouillon et le milieu de terrain va prendre le pas sur notre milieu de terrain. On va déjà avoir une première occasion avec Golovin qui va se confronter à Rouli. Rouli qui va remporter son premier duel. Alors, je sais, parce que ça va faire polémique, évidemment, l'histoire des mains, mais on va en reparler tout à l'heure avec la main monégasque. Là, la main, elle arrive sur Aguerd. C'est une position naturelle de sa main. Il peut pas, vu à la vitesse où ça va, c'est le ballon qui tape le pied de Rouli, la balle elle tape sa main. Pour moi, ici, objectivement, il n'y a pas penalty et j'aurais dit la même chose dans l'autre sens parce que on peut pas siffler un penalty sur une main comme ça. Ensuite, on a Balogun qui va avoir une première occasion de marquer. La frappe va être sortie par Højbjerg. Je spoil, mais pour moi, hier, Højbjerg a vraiment fait un très gros match. En mode Ligue des Champions. Sa performance, elle est à noter. On en parlera tout à l'heure dans les notes. On va avoir un début de deuxième mi-temps qui est très délicat. Véritablement difficile pour l'OM parce que on a une première frappe de Minamino qui passe au ras du poteau au bout de 10 secondes de jeu. Donc clairement, on avait encore l'état d'esprit au vestiaire. Et là, Golovin qui va passer pour Balogun, surtout pour Minamino, qui fait un superbe appel. Et là, on n'est vraiment pas rentré dans le deuxième mi-temps. Et je vous mets ce screen parce que regardez, on a un garde ici qui ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir sur la passe en profondeur. Et on va le revoir après. Alors, c'est Camara qui va ouvrir le score. Nous, du stade, on pense qu'il y a hors-jeu de position. En fait, non, parce qu'on a Vermeeren ici qui couvre tout le monde. Et l'arbitre va siffler hors-jeu ici. Mais quand vous voyez l'action, réellement, on voit un garde qui ne peut pas intervenir. Et je ne sais pas si vous l'avez perçu à la télé, donc ce matin je reprends le long résumé de la rencontre, et on voit l'arbitre de touche qui dit Aguerd, et en fait Aguerd ne peut pas intervenir, parce que Minamino part, et Aguerd ne peut pas intervenir parce que Balogun il fait bloc. Alors c'est tiré par les cheveux, si on est monégasque, si on est supporter de foot, on dira certainement c'est vraiment tiré par les cheveux, je l'entends, mais sur les faits, je pense que réellement, c'est ce qui est sifflé. Alors après, chacun décidera. Moi, je trouve que c'est dur pour Monaco, clairement, de devoir siffler ce hors-jeu. Et après, dans le match, il y a des décisions, si on les accumule, on va voir que l'arbitrage n'a pas été parfait. Donc ici, est-ce que j'aurais sifflé but ? Bah, ça se comprend s'il siffle but. Mais dans notre sens, on va pas se tirer une balle dans le pied. Je prends, évidemment. Donc là, voilà, on voit le bloc dont je vous parlais de Balogun sur Aguerd. Ensuite, on va bien se remettre bien réagir avec Greenwood qui va centrer pour O'Reilly. O'Reilly qui va avoir sa frappe arrêtée par Kerrer sur la ligne aussi. Pas facile pour O'Reilly parce qu'il a Aubameyang devant. Ça arrive vite. Voilà. Est-ce que c'était la bonne passe de Greenwood ? Est-ce que ça aurait pas pu être pour Aubameyang ? Je trouve que c'était difficile. O'Reilly était très bien placé. Après, on a cette frappe magnifique de Greenwood qui va frôler la lucarne de Radetzky. Et là, du stade, on pense qu'il va y avoir but. Malheureusement, non. On va avoir Aubameyang qui va frapper une frappe magnifique détournée par le gardien. Tout ça, c'est dans la foulée. On va avoir encore O'Reilly qui va frapper. Ça va passer au ras du poteau. Et dans les mêmes minutes, hop là, on va arrêter la frappe. On va avoir ce que j'appelle être l'autre erreur d'arbitrage, s'il y en a deux à sortir, avec cette frappe de Greenwood. À la différence de la main d'Aguerd en première mi-temps, là, il y a une position qui est absolument pas naturelle de Salisu, de mémoire. Et derrière, on aurait dû avoir un penalty ici. Il y aurait dû avoir penalty. Donc si on veut tirer par les cheveux le hors-jeu qui n'est pas sifflé, ici, il y a clairement main. Et il y aurait dû avoir penalty. Alors après, est-ce qu'il est transformé ou pas ? C'est pas la question. L'arbitre décide, après appel du VAR, de ne pas sanctionner la main d'un penalty. Pour moi, ici, il y aurait dû avoir
penalty, clairement. Voilà, on n'est pas sur une main collée dans son dos. Alors Monaco va se remettre bien à la suite de ça. On a vu une très très belle deuxième mi-temps. Là, c'est Minamino qui va se présenter devant Rouli. Rouli qui sort parfaitement. Ça, c'est un duel fort remporté par le gardien marseillais. Et puis, il va y avoir le but hors jeu. Tout ça, vous voyez, hein, on est 78e ici, 73e. Là, on est 79e. Ça va vite dans ces occasions. Là, hors jeu complètement juste, voilà, par rapport aux règles actuelles. Mais encore une fois, c'est d'un cheveu que l'OM obtient cet hors-jeu. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans la foulée. Et ça montre aussi l'impact moral que peut avoir une décision arbitrale. On va avoir Rouli qui va sortir le ballon va remonter, Emerson qui va passer à Peixao. Regardez dans les screens l'appel d'Højbjerg. On a Højbjerg, regardez comment il va se positionner. Et ce but, c'est représentatif de ce qu'on aimerait voir des joueurs de De Zerbi régulièrement. C'est le système De Zerbi ici qui est mis en avant parce que ça joue très rapidement, ça prend les intervalles et ça finit par le but. Là, on a Peixao collé sur le côté. On a Nadir qui est entre les deux défenseurs et on va avoir Højbjerg qui va se permettre d'aller dans le trou. Regardez, la passe de Peixao, elle est rapide, Højbjerg est lancé et le décalage est fait. Et pendant toute l'occasion, regardez le travail de Mason Greenwood. Il est là, il est en soutien, il accompagne. Il y a cette distance nécessaire avec Aubameyang. Regardez comment il accompagne l'action, il se projette et là il sait. Il sait que le ballon va lui arriver. Aubameyang continue son appel en profondeur et là, il laisse intelligemment passer le ballon. La frappe est limpide, la frappe est parfaite. Le gardien n'est pas sur ses bons appuis et laisse une grande ouverture. Bam, 1-0, c'est plié. Et on voit la joie de Roberto De Zerbi qui va prendre un ballon, qui va le dégager en tribune derrière. Et puis après, il va y avoir aussi cet arrêt déterminant de Rouli. Et pour moi, c'est plus que l'arrêt, c'est le global, le collectif défensif. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on fait un clean sheet contre l'AS Monaco, qui a une très belle attaque. Regardez comment ils finissent le match. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 monégasques dans la surface de réparation. L'arrêt est superbe. Et ensuite, on a Aguerd qui va venir sortir le ballon d'un tacle rageur. J'aime cette image. J'aime ce collectif qui vient s'auto-féliciter. C'est naturel. Et je mets cet angle de vue volontairement aussi, parce que c'est la dernière occasion. Et du stade, je ne l'avais pas vu, mais la balle est légèrement déviée. C'est pour ça que Rouli il se retrouve un peu désarçonné, comme ça, désarticulé pour faire cet arrêt. Et derrière, on a ce moment magique où l'OM remporte cette rencontre et l'emporte 1-0. Ça vaut bien un autre yes, parce que je kiffe réellement ce qu'a produit l'OM en deuxième mi-temps. Pas totalement. Alors les choix de Roberto De Zerbi, il faut reconnaître le mérite des joueurs. C'est bien qu'ils le mettent en avant. Il n'a pas eu des choix flamboyants. On va essayer de comprendre ces choix parce que ce soit derrière, alors on verra la position moyenne des joueurs juste après. Juste ici, vous allez le voir, voilà, je vous le projette. Rouli dans les buts, Murillo, Pavard, Aguerd, Palmieri. Bon, dans les faits, vous le voyez, ça se retrouvait en première mi-temps plus avec une défense à 3 et surtout une attaque à 4. C'était flagrant, la ligne de 4 devant avec Murillo et Weah qui étaient positionnés pour accompagner les attaquants. Le choix Kondogbia, Højbjerg pour Vermeeren, on l'avait évoqué dans l'avant-match, cette possibilité d'avoir deux milieux physiques forts pour accompagner un troisième milieu. Je pensais que ça serait davantage O'Reilly que Vermeeren en organisateur, comme face au Real Madrid. Parce qu'en face, tu savais qu'avec Zakaria Kamara, tu avais de la densité, Salisu qui peut s'incorporer au milieu de terrain, t'allais avoir de la densité et de la qualité technique avec Golovin, Minamino et Akliouche. Et je pense qu'il voulait densifier son milieu de terrain. On a vu que dès que le Monaco a posé le pied sur le ballon, ça a été délicat pour nous. Et puis ensuite, Greenwood, Weah en ailier gauche et Aubameyang devant. Dans les choix après qu'il fait, il se corrige avec Matt O'Reilly qui pour moi fait une bonne entrée. Murillo qui sort pour Léo Balerdi.
assez rapidement. Et Pavard pour Peixao, choix tactique. Pavard qui était mécontent de sortir, mais choix tactique, on va le voir par la suite. Nadir pour Vermeeren, dans la volonté d'apporter du surnombre offensif. Et puis enfin, c'est Bakola pour Aubameyang une fois que le score est acquis. Alors, dans ces choix, voilà, on le voit, on avait un milieu qui a pris le bouillon en première mi-temps. Hein. À la 20e minute, on était complètement dépassé. Et je pense que c'est la volonté de réajustement en deuxième mi-temps. On le voit, on était beaucoup plus densifié au milieu de terrain. Un Wea qui est repassé à droite. Et derrière, on a justement, alors là, on a encore Murillo qui est présent jusqu'à la 58e. Et après, on a les remplaçants avec Balerdi qui est arrivé. Bref, en tout cas, ça a été des choix délicats, mais à la fois des choix payants, parce que l'entrée de Nadir, même s'il ne fait pas, il n'est pas décisif sur l'action, elle permet de faire le surnombre sur le côté gauche et faire la différence. Dans les choix de De Zerbi, on voit que Kondogbia a été, même s'il a été présent avec le ballon, il n'a pas été déterminant. Un Vermeeren que j'ai trouvé un cran en dessous par rapport aux prestations qu'on a pu voir auparavant. Peut-être qu'il a été mieux en deuxième mi-temps, mais en termes de data, voilà, c'est pas la prestation qu'on a vue de lui dans les autres rencontres. Dès lors que physiquement, il y a une réelle opposition, on le sent un peu moins bien, le jeune Belge, et c'est un axe réel de progression. Par contre, dans l'intelligence de placement, je le trouve vraiment fort. Aguerd, j'ai trouvé qu'il avait fait un match solide. Alors oui, il a été mis en difficulté par Balogun dans le duel notamment. Et on le voit, il a remporté que 4 duels sur 8, parce que Balogun a remporté les autres. Et donc ça veut dire qu'on a vu Balogun remporter des duels et se procurer de nombreuses situations. À la fin, clean sheet. À la fin, le résultat est là. Et il est déterminant à garder dans ce résultat, évidemment, avec Geronimo Rulli. Il a été intéressant dans le jeu long, même si ça n'a pas été. Il y a eu du déchet. Voilà. Benjamin Pavard, je trouve qu'il n'a pas eu l'impact qu'on attendait au niveau poids offensif. Et globalement, que ce soit lui et Wea en deuxième mi-temps, on a senti que les deux physiquement étaient pas sur les rotules, mais Wea, ça tirait la langue. Normal, il avait joué beaucoup. Pavard, pas déterminant offensivement. Murillo, bien mieux. Je trouve que les deux autres joueurs, surtout sur le côté droit, parce que Wea était bon côté gauche. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Benjamin Pavard est sorti de cette défense pour réajuster avec Balerdi et faire passer Wea à droite. Et Pavard était forcément mécontent de sortir, lui qui n'avait pas joué contre l'Union Saint-Gilles. On a Pierre-Emile Højbjerg qui pour moi a fait un match de patron, 90 ballons, 65 passes, passe décisive attendue, il l'a réalisé. Dur dans les replis défensifs. Pourquoi ? Parce qu'il a vraiment essayé d'apporter le surnombre régulièrement dans cette rencontre, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Il a fait le taf offensivement. Maintenant, le repli défensif, c'était délicat pour lui, et une fois qu'il avait fait la course. Ça, c'est clair. On sent qu'il tire la langue, mais je trouve que c'était un gros match. Peixao, je passe juste rapidement sur lui, parce que son entrée fait la différence sur le côté gauche. Ça aurait pu être Wea en termes de nombre, en termes de joueurs. Mais c'est lui qui est là. Et je pense que vous l'avez vu, il y a un moment, il te fait un 1 contre 1. La vitesse qu'il a apportée, elle était bonne. Et je trouve son entrée a été intéressante. Comme celle de Matt O'Reilly, Mason Greenwood, il n'y a pas de débat, c'est l'homme du match. Playmaker, ça veut dire qu'il est électron libre, il a la liberté de pouvoir aller où il veut. Et on l'a vu, c'est fort. Défensivement, il a peu de tâches à réaliser. Et les ballons qu'il va chercher, c'est comme un véritable quarterback. Il va essayer d'organiser le jeu. Franchement, j'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. Clairement, aujourd'hui, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Offensivement, il a rien qui le dépasse. Et encore hier, c'est le joueur qui tire le plus. Et à un moment, il fait la différence. Et surtout, il a pris ses responsabilités. Quand il doit frapper de loin, il le fait. Quand il doit être clutch, il le fait. Quand il doit centrer, il le fait. Propre. Parfait. Donc, dans les notes, ça donne un Rulli qui a 7 selon l'équipe. Je vous passe pas les notes de la Provence qui sont un peu plus dures, mais qui sont dans la même lignée que l'équipe. 7 pour Rulli. Moi, j'aurais pu mettre un 8 ici. Murillo, Pavard, 5. Je trouve que c'est bien payé pour Pavard. Murillo, j'aurais pu mettre un cran de plus.
Aguerd 4, je le comprends pas. Je pense qu'il mérite au moins un 5. Palmieri 6, je trouve que Emerson a fait un bon match. Il s'est bien remis par rapport à l'Union Saint-Gilles où je l'ai trouvé en délicatesse. Kondogbia, je comprends. Vermeeren, je comprends. Les deux ont 4. Højbjerg 7, ça me semble logique. Greenwood 8, ça me semble très logique. Véritable homme du match hier. Timothy Weah 6, surtout la capacité que ce joueur a d'intégrer ces changements de poste dans la rencontre, c'est fort. C'est fort. Et Aubameyang 5, ça ne me surprend pas. Alors, dans les enseignements que l'on peut tirer, c'était la 22e composition différente de Zerbi avec l'OM cette saison, en 22 matchs réalisés, toutes compétitions confondues. Ça compte dans les automatismes. Je sais que je parle beaucoup de polyvalence, je parle beaucoup de choix de Zerbi qui sont payants et il fait partie des entraîneurs qui veulent avoir un groupe pour justement capitaliser sur la suite, type Luis Enrique au PSG. Mais il y a un moment, il va falloir asseoir aussi une colonne vertébrale. Et moi, je l'attends justement sur cette deuxième partie de saison et ça va être intéressant. Semaine bénie, dans les enseignements, ça tourne en notre faveur. Donc ça veut dire qu'on est sur un fil et que ce fil-là, on peut tomber dans un sens comme dans un autre. Alors on va prendre évidemment le positif, mais on va devoir être vigilant sur la suite et bien terminer l'année face à Bourg-en-Bresse ce dimanche en Coupe de France. Dans les enseignements, on a un Geronimo Rulli qui a retrouvé son aura globale. Aucun gardien n'a remporté plus de duels que celui de Marseille. Geronimo Rulli en Ligue 1 depuis 2006-2007, 5 duels sur 6. C'est excellent. Excellent. Le seul duel qu'il perd à mes yeux, c'est celui face à Balogun. Et encore, c'est pas un duel direct. Parce qu'Højbjerg revient derrière et il est loin. On a 14 matchs de Ligue 1 remportés à domicile cette année. C'est le meilleur ratio depuis 1990. Et c'est son plus haut total depuis justement 2014. C'est énorme pour l'OM. Et ça, c'est un véritable game changer depuis que Roberto De Zerbi a voulu faire du Vélodrome une forteresse. Et on se rappelle le match qu'on a perdu, c'est contre Lens. Et on se rappelle dans les conditions qu'on l'a perdu. Et les autres matchs, c'est les points perdus contre Angers et Toulouse. Et j'ai pas le troisième en tête. Donc, c'est fort. On est fort chez nous. Il va falloir qu'on les accueille, les adversaires. Et en deuxième partie de saison, je vous rappelle, on reçoit Lens, notamment. On reçoit Lille également. Mentalement, on sera présent. Mason Greenwood, premier joueur de l'OM à finir meilleur buteur de Ligue 1 sur une année civile depuis Florent Thauvin. Bref, que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Et Mason Greenwood est le joueur qui est le plus impliqué sur les buts, goals plus assists en Ligue 1 cette année. Il est à 40. Il est impliqué sur 40 buts. Il n'y a pas un autre joueur qui est pareil. Bref. Donc, restons sérieux. Le dernier renseignement, c'est que on reste sous pression de Lille, mais je vais garder le positif. C'est qu'on reste au contact du PSG et de Lens. Et on prendra le temps de faire le bilan cette semaine sur un live, soit demain mardi, soit mercredi. On prendra le temps parce que il reste quand même un match. Et donc j'ai envie de faire un bilan parce qu'on sera avant le match de Coupe de France avec une projection sur les fêtes de fin d'année. Donc peut-être qu'il y aura moins de disponibilité de mon côté la semaine prochaine, logiquement, sur l'OM. Mais je serai présent quand même lundi, vous inquiétez pas. Mais sur le bilan Ligue 1, Ligue des Champions, c'est important de faire un bilan cette semaine et on en parlera. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et sonnez la cloche. Important de garder en tête qu'on reste au contact. Oui, on a perdu des points, mais on finit bien. Et ça, c'est important. On est la meilleure attaque de Ligue 1. Pas la meilleure défense, mais on est la meilleure attaque de Ligue 1. Alors, la projection sur la suite, c'est le match de dimanche en Coupe de France. Un match importantissime. Importantissime. Ouais, je pèse mes mots parce que tu sors. C'est un flop total. Donc il va falloir y aller avec sérieux, remporter cette rencontre, passer en 16e et aller partir en vacances l'esprit libre. Voilà, les amis, j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé. Merci pour votre soutien, merci pour la force. Boostez la vidéo et on se retrouve demain ou mercredi pour un grand live où on va
être chill. Et peut-être même demain plus mercredi, je sais pas encore. Mais merci pour la force et allez l'OM, yes!